Bonjour, bienvenue à cet nouvel épisode du podcast de l'Académie Jardin de Vie. Aujourd'hui, j'ai un très grand plaisir de recevoir, moi je vais mettre une étiquette, un grand aromathérapeute qui est européen, que j'ai rencontré depuis plus de 20 ans, je dirais 22, 23 ans peut-être, avec un voyage en Europe que j'ai eu le plaisir de faire avec Michael, où on avait été au symposium à Grasse, puis on avait été visiter Christian Escriva à Val-de-Roure. Donc, cette Val-de-Roure, si je le dis bien, dans cette entreprise dont il est responsable depuis plus de 40 ans, donc Christian Escriva, qui me dit que ça fait depuis 1984 qu'il œuvre dans le domaine de l'aromathérapie. Bonjour Christian. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver, de vous voir les deux ensemble. Donc, déjà, avant qu'on parte l'enregistrement, il y avait ces partages où, Christian, tu mentionnais que vous vous êtes rencontrés en 1998 au symposium d'aromathérapie de Grasse. Peut-être nous remémorer, nous raconter encore cette magnifique rencontre. Oui, je disais que certains souvenirs sont étranges parce que c'est toujours présent dans notre esprit, dans notre cœur. Et là, je me souviens très précisément des premiers échanges que j'ai eus avec Michael, où j'étais aussi parmi les participants, puis il se trouve par hasard, il était assis à côté de moi, et il y avait l'ambiance très française, très un peu guindé, un peu raide, avec d'un côté ceux qui savent et de l'autre côté ceux qui écoutent et qui boivent les paroles de ceux qui savent, ce qui est complètement aberrant quand on parle de plantes, parce que les plantes sont tellement riches que il faut échanger dessus, il faut communiquer. Et bon, là, c'est vrai qu'en même temps, quand on est orateur, on peut aussi exprimer notre point de vue. Mais bon, là, je fais allusion au côté un peu raide et formel, un peu académique, en même temps simili-académique, parce qu'on parle de plantes. Et donc, Michael était à côté de moi et je lui ai dit, nous avons beaucoup de ténors aujourd'hui. Et il m'a dit, instantanément, il m'a répondu, je préfère de beaucoup les sopranos. Et, et là, la conversation, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et la conversation a commencé comme ça. Et ce sont les premiers mots que nous nous sommes adressés. Ça voulait tout dire. Et puis ensuite, Michael, évidemment, on a commencé à parler plantes et huiles essentielles. Et Michael m'a fait cadeau de toute une collection d'huiles essentielles qu'il avait, qui venait du Québec. Donc, il y avait toute la collection. Il y avait du laidan, du sapin baumier, il y avait bien sûr la fameuse pruche, il y avait la Golterie, et c'est comme ça que nos échanges ont commencé. Puis l'année suivante, à l'automne 99, en septembre 99, Michael avait organisé un colloque près d'un lac dont je ne me souviens pas le nom, mais Le lac Guerre à Bromont, probablement, hein, Michael? Il s'appelait, oui, c'était le lac Gale, mais c'est vraiment une montagne magnifique, ben une montagne, une montagne ici, là, c'est une colline en France, mais c'est une belle montagne avec un lac magnifique est tellement beau. Et aujourd'hui, ils ont utilisé les bâtiments pour faire un spa, mais avant, ben, c'était un lieu où on pouvait aller se rencontrer puis avoir des belles énergies. Et les arbres sont magnifiques, tous les conifères sont là. Et dans cette belle rencontre, c'est le premier colloque d'aromathérapie énergétique qui était vraiment centré sur le côté énergétique. Et puis Christian, ça a été vraiment une belle rencontre. Et puis il y a eu des gens qui venaient d'Europe, de Suisse, de Monaco, je pense aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un thérapeute qui venait de Monaco et il y en a eu plusieurs qui étaient venus ici. Puis c'était incroyable l'échange qu'on avait fait avec les plantes. Et puis
Et c'est super. Merci, merci beaucoup de me faire penser à ça. Puis euh, mon fils était très jeune à ce moment-là, mais il était là aussi, il venait nous voir. Merci. Oui. Merci, Véro. On s'est rencontrés un petit Nous, peu. Michael, on s'est rencontrés à l'automne 2001. Mhm. Ah oui. Oui, donc probablement que j'ai eu le plaisir d'aller à Grasse avec toi, comme je mentionnais à Christian un peu plus tôt, en 2002-2003. Ensuite, j'ai eu Rosemary, ma première fille, en 2004. Donc, je pense que j'y suis retournée une fois après en 2005. Puis, il y a un de ces voyages où bon, on a eu le plaisir d'aller rencontrer Christian chez lui à Val-de-Roux, de voir le laboratoire. C'est là où Christian m'a initié, en fait, m'a présenté les extraits de bourgeon, la gémothérapie, qui était très peu connue ici, qui est encore très peu connue, en fait. Ce qu'on retrouve sur le marché, c'est principalement des extraits européens. Donc, on doit à nouveau l'enseigner, que les gens développent leur autonomie pour la cueillette, la macération, la transformation et l'usage de la médecine des bourgeons. Mais aussi, Christian, je me souviens, Michael amenait des litres dans ses valises d'huile essentielle. Du temps où aux douanes, on pouvait encore passer dans nos valises ces litres en métal de pruche, d'épinettes noires. Et il y avait cet échange, il me semble avoir senti de chez toi, un romarin à verbenone absolument incroyable, une hélicrise italienne de Corse phénoménale. Donc, il y avait cet échange de terroir dans les huiles essentielles. Donc, depuis toutes ces années, Christian, si je ne me trompe pas, tu distilles les huiles essentielles. Oui, ici, sur place, la spécialité, ce sont les huiles essentielles de lavande officinale sauvage. Et on a l'habitude de garder les différents crus, c'est-à-dire que même quand on est sur le même site, d'un jour sur l'autre, on garde les lots à part parce que d'un jour sur l'autre, il suffit de changer un tout petit peu d'exposition, de nature de sol, même si on est vraiment sur la même montagne. On observe qu'il y a une grande variabilité de l'odeur, c'est-à-dire que la lavande officinale a ce qu'on peut appeler une grande plasticité. C'est vrai pour beaucoup d'espèces, mais pour la lavande officinale, c'est particulièrement vrai. Donc, ce serait une erreur de mélanger les différents lots et de faire ce qu'on appelle des communelles, parce que quand on travaille de manière industrielle, en général, on mélange tout et on nivelle, Mm. ce qu'on ne fait pas. Et puis ensuite, on a une isope en culture qui est une isope à 0% de pinocamphone. C'est une isope qui est une isope identifiée isope canescens. Donc, du point de vue chimique, ça correspond un peu à l'isope, la fameuse isope couchée qui est décrite dans le livre de Francom et Pénoël. Sauf que dans le livre de Francom et Pénoël, c'est une isope où il y a à peu près 2% de pinocamphone, alors que dans l'isope qu'on a trouvé dans la nature, nous, c'est nous qui l'avons trouvé dans le département des Alpes-Maritimes. C'est une isope où il n'y a strictement pas de pinocamphone ni d'isopinocamphone et il y a juste 0,3-0,4% de cétone. Donc il y a Donc, très une peu de isope très, très cétone. sécuritaire pour un Voilà. usage Voilà. thérapeutique. Est-ce que vous l'avez bouturé en nature, puis votre On- équipe l'a ensuite planté sur vos terres pour la on- culture? alors autant que possible, on travaille avec des semis, c'est-à-dire on a prélevé les graines en sauvage et on a fait une culture. Mais le bouturage, quand on peut l'éviter, c'est mieux de l'éviter parce que quand vous bouturez, vous reproduisez un nombre limité d'individus. Hmm. Donc c'est moins grave qu'un clonage, mais le bouturage, c'est quand même appauvrissant. Et là, Hmm. là, on le fait pas. C'est-à-dire, on revient sur le site sauvage, originel, pour reprélever des graines. Hmm. Ah, c'est magnifique. Puis, rappelle-moi, Christian, au niveau de l'hélicrise italienne, est-ce que c'était une terre ou un espace dont l'équipe a accès en Corse? Oui, en Corse, la situation est assez complexe, mais enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps
J'ai donné des stages en Corse pendant plus de 20 ans où j'y allais plusieurs fois par an. Et donc, on a pu approfondir avec des distillateurs et puis des personnes branchées sur les plantes, on a approfondi la question des hélicrises. Et même en Corse, il y a une variabilité de l'odeur selon les régions et même les micro-régions de Corse. Il y a une variabilité de l'odeur qui est naturellement corrélée à une variabilité de la composition chimique, mais ça, on s'en fiche un peu quand on parle avec des gens comme vous. C'est plus intéressant de parler uniquement sur un plan intuitif parce que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond comme pensée, mais évidemment que c'est corrélé à des taux variables des fameuses diones ou bien sûr, hein, et puis des taux variables de certains esters aussi, mais en tout cas, selon les régions, les micro-régions, il y a même une variabilité de l'activité antitraumatique. Ah Parce que, oui. et il y a certaines régions, l'activité antitraumatique est maximale. Par exemple, en Balagne, il y a des Helichrysum italicum, sous-espèces italicum, dont l'activité antitraumatique est vraiment maximale. Et il y a d'autres régions du pourtour méditerranéen, par exemple dans les Balkans, où l'activité antitraumatique est beaucoup plus modérée. Et donc, il faut normalement faire une distinction, il faut rentrer dans ces subtilités dans lesquelles les approches énergétiques, comme vous dites, ou spirituelles, bon, moi, je parle plutôt d'approche sensorielle. L'approche sensorielle permet d'évaluer l'intensité de l'activité antitraumatique et donc, au niveau thérapeutique, ça permet de guider parce que bien sûr, selon les situations thérapeutiques, on peut utiliser des antitraumatiques plus ou moins forts, plus ou moins énergiques. Et il y a des situations où ce n'est pas du tout judicieux d'utiliser, par exemple, des hélicrises de Balagne, des hélicrises Hmm. corse de Balagne. Donc là, l'imposture, enfin une des nombreuses impostures, a consisté, étant donné que les Corses ne pouvaient pas fournir toute l'huile essentielle d'hélicryse qui était demandée. Évidemment, il y a eu des cultures importantes aux Balkans, mais aux Balkans, les propriétés thérapeutiques ne sont pas les mêmes, comme je viens de le dire. Vous voyez, c'est compliqué. Enfin, c'est riche. Il ne faut pas dire que c'est compliqué. Il faut dire que c'est profond et C'est c'est riche. riche d'informations. Ça varie, vous voyez, c'est ça. Hein? Oui. Puis Christian, quand tu nommes cette approche sensorielle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sentir une huile essentielle dans la conscience. C'est ce qu'on fait un peu, moi et Michael, dans nos différentes formations, aromathérapie énergétique, spirituelle. Donc, les participants sentent à l'aveugle, sans savoir l'huile Oui. essentielle qui est sentie et se connectent avec le ressenti et vont spontanément prendre des notes, comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent enveloppés, est-ce que l'huile, est-ce que les molécules aromatiques, où est-ce qu'elles vont dans leur corps. Donc, chacun a une sensibilité, une capacité de l'exprimer qui est différente. Mais comment est-ce que toi, Christian, tu opères ou comment tu développes cette sensibilité? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cette porte très tôt, c'est-à-dire au tout début des années 90. Euh, pour enfin donner la chronologie, c'est Michael, je l'ai rencontré à 98 et puis évidemment, on s'est rendu compte que on était sur la même piste de recherche, bien sûr. Et moi, j'avais trouvé cette porte au début des années 90 parce que au départ, j'ai une formation scientifique dure, tout à fait classique, euh, disons académique, je dirais. Et puis quand en 84, j'ai commencé à travailler sur les plantes et j'ai travaillé en bio tout de suite parce que j'avais déjà intégré ça évidemment, mais il n'était pas question de travailler autrement que dans le cas d'agriculture biologique. Donc au début des années 90, en travaillant sur les huiles essentielles, je me suis rendu compte qu'on pouvait en quelque sorte établir un contact avec une odeur. Donc ça a été, je peux dire, la révélation de ma vie, la chose la plus importante où je crois que j'ai trouvé dans ma vie, que j'ai découverte. Et puis j'ai commencé à le faire de manière systématique. Et dès 94-95, j'ai commencé à le faire dans le cadre de stages.
Et puis la connexion avec Michael en 98, elle s'est faite comme ça, c'est-à-dire Michael, j'ai bien vu que il faisait la même chose. Peut-être moi, dans les années suivantes et puis depuis toujours, parce que je continue toujours à animer des stages de manière régulière, sauf que j'ai de plus en plus de spécialistes parce que ça m'intéresse pas trop de répéter les bases ou avec des personnes, de travailler avec des personnes qui ne sont pas expérimentées. Mais la méthode consiste à faire une observation dans le silence et là, on peut parler, voyez-vous, de méditation olfactive ou d'observation olfactive. Et ce qui est impliqué, c'est l'attention et la conscience, finalement. Être présent, être là. Et là, il y a quelque chose qui peut apparaître et qui appartient vraiment, on peut dire, à la plante et qui ne concerne pas simplement, qui ne consiste pas simplement en ce que les psychanalystes appellent des projections personnelles. On est Mhm. au-delà du ça me plaît pas, mais pour parler l'exemple que tu prenais à l'instant, là, celui d'une activité antitraumatique, l'activité antitraumatique, on l'aperçoit, et puis la personne qui travaille aussi l'aperçoit, c'est-à-dire il y a bien une remontée de quelque chose qui peut aller de pair avec une réparation, par exemple, laquelle vertu se trouve d'ailleurs chez beaucoup de plantes. Hein, chez beaucoup de plantes, même chez des plantes anciennes, par exemple chez les araucarias. Chez certains araucarias, j'ai pu travailler avec des araucarias endémiques de Nouvelle-Calédonie par les teintures mères, parce que l'huile essentielle, c'est impossible puisque ce sont des plantes très protégées. Et on trouve ce type d'activité antitraumatique, ou chez l'Achillée millefeuille, mettons, que vous avez Mhm. l'Aquilée, vous voyez. Donc là, c'est l'observation, pour répondre à ta question, c'est l'observation attentive et consciente, et ça demande une mobilisation d'un niveau d'intelligence, mais qui est infiniment supérieur à ce qui est mobilisé quand on fait de la chimie analytique, par exemple. On peut faire la chimie analytique en dormant à moitié ou aux trois quarts, mais on ne peut pas faire d'approche sensorielle en dormant à moitié ou aux trois quarts. Ce n'est pas du même ordre. Ce sont des connaissances qui ne sont pas du même ordre. Donc pour moi, évidemment, c'est ce qui est enthousiasmant. Il faut être d'une présence, en fait, et d'une réceptivité qui est presque difficile à atteindre quand on ne le fait pas consciemment, là, quand on est dans le tourbillon au quotidien. Donc, comme tu le mentionnes, vous prenez le temps de vous poser et d'être réceptif. Mais le grand défi, c'est de séparer entre ce que je ressens moi, qu'est-ce qu'elle me fait, comment je me sens et que fait la plante en général et qu'est-ce qu'elle porte comme énergie pour tous? Comment est-ce que les gens font la part des choses? Alors là, la réponse est assez simple, c'est que quand tu travailles dans des groupes de personnes, tu vois qu'il y a un certain ensemble de ressentis pour chaque personne, mais que si tu fais l'intersection de tout cela, tu as quelque chose de commun. Hmm. Donc là, c'est une façon un peu triviale de le dire. C'est-à-dire, tu vas voir quand tu respires de la Gualtérie couchée ou de la Gualtérie odorante, là on va dire c'est plutôt la Gualtérie odorante du Népal, parce que la Gualtérie couchée du Québec, malheureusement, on n'en voit pas trop passer. Très, très peu. La plante, moi je n'ai pas vu depuis Michael, depuis les lots que j'ai regardé avec lui, je Hmm. n'ai pas vu parce que la plante est trop petite et puis le Népal a une Gualteria fragrantissima est de beaucoup plus grande taille, elle est cultivée ou elle est sauvage, voilà. Mais si tu prends la Gualterie par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont donner euh, des descripteurs olfactifs, à savoir que tu as par exemple, tu peux décrire certaines couleurs qui Hmm. apparaissent de manière métaphorique. Par exemple, il y a du rouge, il y a une forme de chaleur, bon, des éléments comme ça. Et puis ensuite, il y a la lecture, par exemple, d'un effet anti-inflammatoire au niveau articulaire. Et ça, il y a plusieurs personnes qui vont voir, ou au niveau tendineux, par exemple, au niveau musculaire. Il y a des personnes qui vont lire ça, qui vont dire, c'est curieux,
une inflammation musculaire, là, un endroit où effectivement j'ai une fragilité. Là, j'ai senti qu'il y avait un petit peu d'action. Donc, ce type d'observation va pouvoir être fait par différents observateurs. Et c'est là qu'on va trouver en quelque sorte quelque chose dont on peut dire que ça appartient. Moi, je parle du génie de la plante, mais les gens aiment bien parler de l'esprit de la plante ou de l'âme de la plante. Moi, je parle du génie de la plante parce que j'ai parlé de ce terme, j'utilise ce terme que j'ai emprunté à l'homéopathie, qui parle du génie du remède, qui parle du, Hmm. pas qui parle du génie du remède. Donc moi, je parle du génie de la plante, donc le génie thérapeutique, en tout cas de la Gualtérie, a quelque chose à voir avec la maîtrise d'un processus inflammatoire, par exemple. Mais ça, c'est un aspect des choses, c'est-à-dire Oui. l'intersection des observations. Les gens, si par exemple je respire avec Michael, je me souviens sur le canapé, là, pas loin d'où je suis, je t'avais montré, de l'huile essentielle de Gatillier qui venait de la distillatrice de Crète, enfin d'origine suédoise, Sorensen, Janina Sorensen, que tu connaissais. Et tu m'avais Oui, dit, quand on avait fait cette olfaction, on était sur le canapé, dans mon bureau, dans le calme. Tu m'avais dit vraiment, il y a un cœur doré, tu vois, il y a un cœur doré. Ben oui, il y a un cœur doré. Il y a un cœur doré, c'est une facette de cette odeur de Vitex Agnus Castus, de Gatillier, mais on est dans un langage euh, commun parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, mais c'est aussi quelque chose qu'on touche et qui appartient vraiment au génie de cette espèce. C'est également ce qu'on observe dans nos formations. On se retrouve souvent entre 12 et 15 personnes à sentir souvent des notes olfactives très similaires. Par exemple, la pruche et l'épinette noire. Si on ne prend pas le temps de porter attention, on a l'impression de sentir un conifère, puis de ne pas vraiment faire la distinction. Puis quand les gens se centrent, puis souvent, Michael va soit jouer un bol de cristal, d'aider les gens à vraiment se connecter, de faire le vide, puis d'être totalement présent avec l'odeur. On a presque toujours remarqué une forme de discours commun majoritaire quand ils vont sentir avec conscience l'huile essentielle. Donc, avec cette présence-là, et automatiquement, ils détectent que c'est pas du tout la même plante, pas du tout la même énergie, et ils vont nommer des particularités qu'on a identifiées aussi avec la pruche, où est-ce qu'ils vont dire qu'ils se sentent en confiance, ils se sentent enveloppés, ils se sentent vraiment une forme de connexion entre la terre et le ciel. Donc, c'est des mots qui vont revenir souvent. Puis quand on va parler de l'épinette noire, il y en a qui vont nommer le côté très pulmonaire, l'ouverture, la chaleur dans le dos, la vitalité. Donc, chacun dans leurs mots, dans leur expérience, mais il va y avoir une base commune. Donc, c'est ce qu'on observe aussi beaucoup dans nos formations et de ce partage. Comment est-ce qu'on peut ressortir le génie, comme tu le mentionnes, Christian, le génie de la plante, de l'huile essentielle. Ce qui me fascine, c'est que tu l'expérimentes avec les teintures. Moi, je fais beaucoup de teintures végétales et j'ai jamais pensé m'arrêter à ça. J'ai tendance à presque les utiliser un peu comme des médicaments, tu sais, un petit peu de bétoine, un petit peu de lavande, un petit peu de ginseng, tu sais, de manière un peu routinière, très mentale, et de ne pas m'arrêter à est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est le goût à ce moment-là de la teinture et de l'explorer dans tout le génie de la plante? Comment est-ce que tu expérimentes ça, Christian? De la manière absolument identique. Hmm. C'est-à-dire, je dépose la teinture sur une touche de parfumerie, donc un papier neutre, non chloré, et je peux rentrer dans l'odeur exactement de la même manière La que je... même manière, donc en faisant volatiliser un peu l'alcool juste avant, Oui, il reste l'alcool la note. s'en va. L'alcool s'en va. Et bien sûr, là, il y a un problème de... Enfin, Attends, je m'interromps juste provisoirement parce que il y a une question que j'aimerais mettre en suspens parce que j'ai l'impression d'y avoir répondu qu'à moitié. C'est-à-dire, la question que tu as posée, c'était quand on fait cette olfaction, cette approche olfactive, cette méditation olfactive, à quel moment on peut dire, comment pouvons-nous dire, comment pouvons-nous affirmer
qu'on est au-delà de la subjectivité Hmm, personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de raconter chacun notre histoire. Et là, oui, on a donné juste un premier ensemble d'explications en disant, mais quand il y a un ensemble de personnes, de 12 ou 15 personnes, eh bien, il y a quelque chose de commun qu'on trouve, il y a un socle commun, il y a une intersection commune qui fait que cette intersection commune, eh bien, elle est impressionnante, c'est-à-dire elle paraît vraiment appartenir à l'être de la plante ou au génie de la plante. Ça, c'est... Mais ensuite, il y a un autre phénomène qui se passe, je peux juste peut-être dire un mot là-dessus, il y a un autre absolument. phénomène qui se passe, c'est que tu vois, quand tu es vraiment ajusté, c'est-à-dire que ton mental est calmé, que ton cœur est en paix et que peut-être au début de l'olfaction, il y a des choses qui sont sorties, il y a tous les bruits parasites qui sont sortis. Et là, ton cœur est quand même calmé, tu es dans un silence intérieur. Et là, il y a un niveau de connaissance qui est impliqué, qui se manifeste, qui se révèle, où tu vois les choses. C'est-à-dire, tu vois par exemple que dans Piscea Mariana, dans l'épinette noire, tu as vraiment un noyau matériel très très dur, très en bas, très dans la terre, très densifié, quelque chose qui est en bas, et toi tu parlais de la chaleur dans les reins, etc. Tu vois ça, tu le vois. Tu le vois et ça ne fait aucun doute. Comme quand tu vois quelqu'un qui est en train de mentir, tu sais que tu es au-delà de la logique, mais tu sais bien, tu sens bien, on pourrait dire dans la vibration, si vous voulez, tu sens bien qu'il ment. Et quand on fait ce type de travail, ce type d'approche avec les extraits de plantes, c'est la même chose qui se passe, une chose analogue. Voyez-vous? Donc, on peut dire que on le voit, on le sent, on le comprend d'une manière vraiment sûre. On est sûr. Ou bien si tu prends la pruche, le Tsuga canadensis, donc la pruche, quand il n'y a pas eu trop de bois qui a été mis en proportion et qui a surtout des extrémités de rameaux qui sont distillés, là on voit, on perçoit, on visualise ce qu'on peut appeler un espace olfactif. Tu vois, tu te représentes intérieurement un espace olfactif, c'est-à-dire tu visualises un espace olfactif où chez la pruche, par exemple, c'est extraordinairement étendu. Ça part, tu vois, ça part en périphérie. Ça part en périphérie et puis l'esprit voyage, se détache, vole. C'est ce que Michael m'avait expliqué il y a fort longtemps quand il m'avait raconté l'histoire de, tu sais, Michael, ceux qui ont eu l'idée de l'utiliser dans l'accompagnement des mourants. Tu m'avais raconté. euh, Oui, en Givaudan, voilà, c'est ça, tu m'avais raconté ça. Qu'il oui, dans avait les... eu l'intuition. Il avait eu l'intuition que ce serait utilisable dans l'accompagnement des mourants. Et tu sais que ça, c'est devenu quelque chose d'universel, hein. Oui, oui, c'était incroyable comment ça peut nous permettre tu sais, d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie aussi. Puis au moment du départ, ça aide beaucoup. Puis je l'ai essayé à plusieurs reprises. Puis c'est incroyable la connexion que les personnes c'est apaisant et puis c'est en même temps réconfortant et ça permet à la personne d'avoir vraiment un départ en douceur, un départ vraiment dans la joie et de la confiance. Et c'est très important pour les personnes aussi qui restent et qui voient quelqu'un partir, de, de sentir qu'il a fait son chemin, puis que nous aussi, on est sur ce chemin aussi de vie et que de prendre chaque instant comme vraiment un cadeau, une, une joie de pouvoir vivre et puis d'apprendre des choses qui sont incroyables et puis de contacter des personnes comme vous, comme ça, qui, dans de la paix, la joie, la complicité, vraiment, et puis la gratitude. Si je trouve que le terme gratitude est très important ici, là, vraiment, de rendre grâce, de dire un grand merci. Vraiment, ça a été superbe. Vraiment, je rends grâce d'avoir connu, puis d'avoir connu tout ton cheminement, de partager ces moments-là. Merci beaucoup, beaucoup de pouvoir partager
ces moments ici avec toi. Et puis que tu, euh, je trouve que la technologie a ses bons côtés aussi, malgré que j'ai des choses que je trouve un peu difficiles, mais elle a c'est très, très bon côté de pouvoir partager des moments importants comme cela, ici, maintenant. Merci. Et Michael, pour revenir à la pruche, tu ne trouves pas aussi que, en fait, au départ, l'intuition là, de Meroy-Givaudan, leur intuition, l'utilisation dans l'accompagnement des mourants, mais ensuite, en travaillant avec donc beaucoup de personnes, au fil des années ou des dizaines d'années, on a vu que la pruche est aussi utilisable dans toutes les périodes de changement. Tu sais, les moments où on résiste, on ne veut pas changer, on a du mal à basculer. Et là, ça permet une espèce de détachement. Donc, c'est au-delà simplement de l'usage dans l'accompagnement des mourants. Ah oui, bien sûr, oui, mais c'est parce que tu avais mentionné euh, Anne Givaudan, c'est me, euh, Meroy, euh, c'est Daniel Meroy, Anne Anne Givaudan. Givaudan et Daniel Meroy, qui à ce moment-là ont coécrit le livre. Oui, oui. Et puis, ce que je trouve très, très intéressant, c'est que quand je regarde l'arbre, c'est un arbre qui est très, très fort. Le bois est très solide, mais les aiguilles sont minces et puis douces. C'est de la douceur et la force. Et le cime de l'arbre, la branche supérieure, elle penche, elle nous oriente, elle penche toujours vers le soleil levant. Donc, elle nous permet de nous orienter. Et quand je regarde pour la distillation, c'est souvent des branches qui sont tombées. Un jour, j'avais un groupe qui venait de Toronto et puis je me suis dit, j'espère qu'on trouvait assez pour pouvoir faire une belle grande distillation. Et il y avait une pruche qui a été frappée par la foudre. Et c'était incroyable dans le jardin à côté. Je me suis dit, c'est formidable de pouvoir récolter ces branches et puis de ne pas les laisser mourir comme ça. Et ça a été une distillation magnifique et de se connecter à soi pour pouvoir être en lien avec les autres d'une façon douce et harmonieuse. Et je trouve ça magnifique, la connexion avec ce conifère qui est plus doux que le sapin encore. Mhm. Oui, c'est un genre botanique à part, mais à l'intérieur de Tsuga, il y a différentes espèces aussi. Et tu vois, les teintures mères, si on revient maintenant à ta question sur les teintures mères, donc là, on avait fait une digression parce que moi, je voulais insister sur le fait que quand on dit, tu vois, quand on essaye de prouver la validité de ce qu'on fait, quand les gens nous disent, mais vous êtes dans la subjectivité, c'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi, puis chaque personne raconte ce qu'elle veut, etc. Non, déjà, on peut leur faire constater un peu bêtement qu'il y a une intersection à travers tout ce que les gens disent. Bon, ça c'est la première chose, mais je voulais dire qu'il y avait aussi un autre ordre de compréhension, il y avait d'autres capacités de l'entendement humain, une autre un autre mode d'intelligence, un autre mode de compréhension qui relève vraiment de la vision spirituelle, pour reprendre le mot que vous utilisez. C'était ça que je voulais dire. Et Hmm. ensuite, pour les teintures mères, si par exemple tu imagines à l'intérieur du genre Otsuga, tu as envie de regarder le genre Otsuga, qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il déploie comme génie, qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce que la nature a trouvé. Donc là, avec Tsuga canadensis, la nature a trouvé vraiment un geste d'expansion absolument fabuleux, un geste très dynamique, enfin très centrifuge, qui est absolument merveilleux et inouï, et même plus fort que chez les sapins, et quel qu'il soit. Et là, en faisant les teintures mères, tu pourrais très bien imaginer faire des toutes petites quantités de teintures mères d'autres espèces de tsuga qui permettraient justement de les étudier d'une manière sensorielle ou comme vous dites,
énergétique, Oui, spirituelle. sensoriel est tellement bien approprié aussi parce que c'est selon ce que l'on ressent, ce sont nos sens que l'on utilise. Et ça fait beaucoup de bien à entendre parce que je trouve qu'au Québec, l'aromathérapie est très valorisée par l'analyse scientifique. Et à travers les différentes écoles, s'il n'y a pas cette approche qui est valorisée avec les familles, les molécules, il y a une forme de dévalorisation, comme si on devait tous avoir ce seul et unique langage en aromathérapie. Puis nous, on cherche à trouver un équilibre dans tout ça et on a toujours commencé nos formations avec le ressenti, la simplicité d'usage, sécuritaire, oui, mais accessible et non de lancer aux gens des noms de molécules avec des propriétés et de les perdre et de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à les utiliser dans toute sa simplicité en se connectant avec leur ressenti. Donc, au Québec, c'est fort. En fait, l'approche traditionnelle européenne, je pense qu'elle a beaucoup d'influence sur ce qu'on enseigne, ce qu'on apprend et ce qu'on enseigne au Québec. Et pourtant, notre approche traditionnelle de nos origines, si je peux dire autochtones, je pense que quelque part, on a tous été croisés quelque part avec des autochtones. C'est le retour à la terre, c'est l'intuition, c'est de cueillir la plante, c'est de la goûter, de la sentir, d'être à l'écoute, d'observer la nature, les animaux. C'est d'être en contact et de chercher plus à travailler avec nos sens, comme vous dites, l'approche sensorielle plutôt que l'analyse stricte biochimique, là. Ça Mais fait du bien. c'est comme s'il y avait une espèce de contamination par l'école française. Oui, ben en Et, fait, on a deux contaminations parce que le et- Québec, à la base, n'a jamais été un producteur d'huile essentielle. Les Autochtones n'avaient pas les alambics, n'avaient pas l'alcool au départ. C'est les hommes blancs qui ont amené l'alcool. Donc, tout était sous forme de décoction. Ça pouvait être des bains de vapeur inhalés pour respirer les molécules aromatiques. C'était beaucoup les fumigations de plantes aromatiques pour purifier un environnement, mais c'était d'autres façons de faire. Donc, quand on a eu accès aux huiles essentielles, aux formations en aromathérapie, il y a deux voies principales. C'est la voie française ou anglaise. Et on est un peu, je pense, un mélange de tout ça, selon tous les livres et toutes les formations auxquelles nous avons accès. Et j'ai l'impression que ça tend un petit peu à nous déconnecter de nos Hmm. racines intuitives, sensorielles, où est-ce qu'on peut aussi connaître juste en sentant ou en ressentant. Michael, il dit toujours une expression. Michael, je te la laisse dire, cette expression que le nez connaît. The nose knows, mais en The anglais, nose knows. The nose euh, knows. quand tu parlais des approches Hmm. euh, françaises et anglaises, moi, ça me vient à l'esprit toutes les autos. Ici, il y a je me souviens, et dans le terme je me souviens, la phrase complète, je me souviens que je suis né sous le lys et je grandis sous la rose. La rose, c'est l'Angleterre et le lys, voilà, que c'est vraiment la France. Et Hmm. vraiment, ici, on a les deux approches. Et je trouve qu'en aromathérapie, c'est bon de garder les deux approches, mais Oui. pas oublier le lys parce que c'est le retour du lys. Le retour du lys. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais il ne faut pas oublier quelqu'un non plus, très important, c'est Goethe. Parce que Oui. Goethe a fait des travaux Yeah. sur les formes, sur la métamorphose et l'intention de Goethe, l'intention ultime, c'est d'accéder, bon, lui il parle d'archétype, mais vous parleriez plutôt de l'esprit de la plante ou de l'âme de la plante, bon, ou on pourrait dire le génie de la plante, mais les travaux de Goethe étaient intéressants et sont vraiment décalés par rapport aux approches classificatoires, donc la botanique classificatoire, et aux approches chimiques. Parce que les approches chimiques, on oublie. Quand on parle d'aromathérapie, bon, l'école de Francom Noël, bon, Francom, on va dire, l'école de Francom et puis l'école de Tisserand, ils sont extrêmement analytiques,
Mais finalement, d'où ça vient? Mais c'est historique. C'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, il y a la chimie analytique qui est née et qui est évidemment extrêmement puissante parce qu'elle permet de voir que l'huile essentielle de Gualteri odorante contient 95 ou 98 ou 99% de salicylate de méthyle. Bon, ça c'est fort intéressant, mais en même temps, il y a quelque chose qui est perdu là-dedans, qui est un regard global sur la plante. Et Goethe, en tant qu'Européen, lui, il n'avait pas perdu ce regard global, et non seulement il n'avait pas perdu, mais il disait que c'était ça qui était important. Et donc, moi, j'ai l'impression que l'école analytique, on va dire Franchomme-Tisserand, pour faire simple, l'école analytique, l'école analytique, elle oublie complètement, elle semble avoir oublié que c'est un phénomène historique, mais qui est probablement passager. C'est-à-dire, ils sont tout contents de couper les cheveux en quatre, et c'est très très bien. Ça peut amuser certains, mais une plante, c'est pas ça. Et ça, évidemment, on en a abondamment parlé, Michael, hein, quand tu disais que quand tu parles d'un être humain, tu vas pas donner sa composition et tu vas pas dire qu'il est composé de 82,57% d'eau, etc. Tu vois, c'est ça. C'est tellement évident. Oui. Tellement, tellement évident. Et comment on les regarde. Est-ce qu'on regarde tu sais, même au-delà du physique, au-delà de sa beauté, de la joie qu'on voit, de son regard, tout ça, mais il y a aussi le côté qu'on ne peut pas voir, mais qu'on ressent, qui est au-delà même du physique. Et quand on regarde une plante, elle est magnifique. Quand on sent son odeur, ça nous rappelle la plante aussi, parce que c'est son essence. Et c'est son être. On oublie que SRE, c'est être, c'est essence. C'est vraiment, ça nous touche beaucoup, ça nous connecte avec l'esprit de la plante. Et c'est ça son essence, un peu, qui essaie de communiquer avec nous à travers son essence, pas avec nous, mais à travers, avec tout son environnement. C'est pas pour rien qu'il fait, qu'il produit, là. Et ce côté-là, on le met de côté, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça fait. Et je trouve que c'est très intéressant quand on distille et que d'une journée à l'autre, c'est pas exactement le même produit. Ça dépend de son environnement, le soleil, le froid. Et c'est des choses qu'on on ne tient pas compte, bien sûr, parce que quand on distille, on met toutes les huiles ensemble, toutes les productions de la distillation, mais à chaque distillation, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un message qui est là. Et je trouve ça important, ce message. C'est une façon de communiquer avec la plante, mais aussi avec sa beauté, sa couleur. C'est euh, une merveille. J'ai tellement une grande gratitude à l'environnement et au milieu où on est ici, parce que je viens d'Égypte et quand on est dans le désert, ben, on en voit des plantes, mais il y en a tellement peu. Et quand on voit ici toute la verdure, toute la beauté de la nature, c'est fabuleux. Merci, merci la vie. Mm. Oui, on dirait que le point de vue analytique, même classificatoire, nous a quand même éloignés de cet émerveillement. Et nous, on est animés par cet émerveillement. Mais bon, on peut avoir aussi, quand tu regardes par exemple l'œuvre de Tisserand, l'œuvre de Tisserand, moi je regarde son livre où il parle des composants et puis il regarde, bon lui son truc c'est de regarder la dangerosité, enfin moi je trouve que c'est presque obsessionnel ça, c'est Ouais. vraiment presque maladif ça. Mais en même temps, c'est vrai que les chimistes ont aussi un émerveillement pour les formes, pour les structures très fines, et puis le fait que tu aies des isoméries avec des messages olfactifs liés qui sont différents, tout ça, il y a aussi une forme d'émerveillement. Mais moi, je trouve que c'est un émerveillement, je dirais un émerveillement analytique, et l'émerveillement dont tu viens de parler, c'est vraiment quelque chose qui est bien au-delà.
le mystère, par exemple, pourquoi vos bouleaux produisent des composants qui sont analogues à ceux que tu trouves chez les Gualteri, alors que botaniquement, c'est deux familles et même deux ordres botaniques très éloignés, mais elles utilisent des, des molécules qui sont identiques pour exprimer leur être. Alors, est-ce que leur être, justement, a pas quelque chose, ce que leur être respectif a de commun, c'est que le milieu est proche, avec la présence de l'eau, par exemple, ou une certaine Oui, qualité de souvent vie. l'un avec l'autre aussi, le thé des bois avec la présence des bouleaux jaunes, qui est vraiment la variété de bouleaux qui va produire de l'huile essentielle. C'est le seul bouleau, en fait, qui contient de l'huile essentielle riche en esters. Puis peut-être qu'une forme de proximité au niveau de la croissance, peut-être le terroir, peut-être les mycorhizes. C'est difficile à savoir, mais en effet, c'est très intéressant. Une connexion entre les plantes que nous, on ne connaît pas vraiment. Et je pense que la question, quand on dit que telle chose est toxique, puis moi, je pense que tout est question de dosage. On oublie l'importance du dosage. C'est la dose qui fait aussi l'importance, comme la quantité qu'on utilise et comment euh, beaucoup ne pas les prendre seulement par voie euh, euh, comme orale, mais la respiration, le ressenti, l'odeur, ce sont des millions, des milliards de molécules qui pénètrent dans notre corps. Et grâce à la science, on sait que dans une goutte d'eau, c'est des milliards de molécules. Donc, on ne peut pas imaginer la petitesse et comment ces molécules qui sont si petites peuvent nous affecter, nous aider ou être dangereux. Donc, la dose est très importante et moi, je pense que c'est une des choses très importantes à connaître, la dose que je peux utiliser, parce que je pense que j'aime bien dire que l'eau est toxique parce que vraiment prendre 5 fois la dose quotidienne, tu la prends d'un coup, 5 litres d'eau et tu tombes raide mort, hein. L'eau est vraiment toxique, il faut l'interdire. On peut pas. C'est des folies comme ça, là. Comment est-ce Ça, que euh, ouais. on, on utilise une chose, il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, puis de ressentir. Si je sais que c'est bon pour moi, c'est que je le ressens. Et quand je veux manger quelque chose, savoir est-ce que ça me convient. Alors je m'écoute et c'est au-delà du mental. Le mental est important, les connaissances sont importantes, scientifiques, mais aussi d'écouter le petit enfant. On appelle ça le petit enfant, mais c'est l'intuition intérieure, vraiment, mon côté Celui qui sait, énergétique. Oui. oui, celui qui sait. Oui, on a l'impression, dans l'école française, il y a aussi cette obsession par rapport à certaines molécules effectivement toxiques à haute dose, mais comme tu viens de le rappeler, tout est poison, rien n'est poison, ça dépend des doses. Et là, moi, je trouve qu'en France, dans l'aromathérapie, et de plus en plus, il y a vraiment une inquiétude. Tu sais, les fameux allergènes, par exemple, là, Hmm. on travaille avec les huiles essentielles on fait des cosmétiques, on est sans arrêt à se heurter maintenant aux questions réglementaires. Et ça devient véritablement une folie. Ça Oui. devient une folie parce que c'est oublié aussi, c'est-à-dire de notre point de vue, peut-être dans 30 ans, 50 ans, on comprendra que ce point de vue est faux parce que tel composant, d'abord, il y a une dose qui à prendre en compte, mais ensuite, il y a tout l'environnement moléculaire, le fait que telle molécule quand on la prend de manière isolée à telle dose, on va pouvoir dire elle est toxique, mais en fait, elle est dans un contexte au sein de l'huile essentielle complète ou au sein d'un extrait complet, au sein, par exemple, d'une teinture mère, au sein d'une macération solaire. On ne peut pas penser les choses de manière séparée. Hmm. Et donc là, c'est quelque chose qui est. Ça veut dire que peut-être on a, nous,
qui travaillons avec notre intuition, peut-être on entrevoit certaines choses qui seront monnaie courante, qui seront comprises dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Et là, on a l'impression d'avoir affaire à des points de vue qui sont stupides parfois, hein. Mm. Parce que, Oui, tout par à exemple, les fait. tuyonnes, si tu prends le cas des tuyonnes, déjà, entre l'alpha, tu te souviens, Michael, de cette histoire qui m'avait beaucoup amusé, quand, tu sais, les Français ont une obsession des tuyonnes. Les Français, les tuyonnes, c'est l'absinthe, c'est Verlaine, l'alcoolisme, c'est Rimbaud, etc. C'est le tableau de Degas, le buveur d'absinthe, c'est l'horreur, etc. Et puis, il s'était aperçu que naturellement, dans votre tuya, dans le tuya occidental, il y a de la tuyonne. Et toi, tu avais dit, je me souviens, ça m'avait énormément fait rire cette histoire, parce que tu avais dit que vous aviez proposé à Pénoël, je crois que c'était un massage avec du tuya occidental. Il t'avait répondu, vous êtes complètement fou, il y a des tuyaux, etc. Et tu avais incité, tu lui avais dit, non, non, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et bon, déjà, au niveau, quand tu regardes les isoméries, tu as de l'alpha-thuione et de la bêta-thuione. Déjà, c'est pas pareil. L'alpha-thuione et la bêta-thuione, c'est pas pareil. Mais ensuite, dans le tuyau occidental, l'information, quand tu fais de l'approche sensorielle du tuyau occidental, le tuyau occidental, il y a une information particulière et c'est vrai qu'il y a un neurotropisme qui est important, mais à des doses convenables, tu ressens cela, tu peux le décrire comme une certaine forme de stimulation, par exemple une stimulation intellectuelle que tu peux caractériser, tu peux la cerner, tu peux la décrire. Et ça dépend des doses, évidemment. Si tu bois, tu vois, si tu bois 5 millilitres d'huile essentielle de thé occidental, c'est sûr que ça va bien se passer, mais enfin, c'est le genre d'exemple. Là, on dirait que les Français, enfin les Français ou alors l'école de Tisserand, là, l'école de Tisserand, moi, le livre de Tisserand, je passe beaucoup de temps à le lire, je regarde au niveau des composants, mais en même temps, ça m'agace parce que c'est un point de vue très, très limité. C'est un point de vue complètement obsessionnel, c'est l'obsession analytique. C'est-à-dire tout dépend de la dose, tout dépend de la dose, et puis chaque composant soi-disant toxique il véhicule une information particulière que je peux caractériser par des démarches énergétiques, intuitives, sensorielles, on va dire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant de voir, par exemple, qu'à l'intérieur des cétones, tu as des types d'informations qui sont véhiculées, qui sont très très différents. Mettons la carbone, ce n'est pas les thuyones, Mm. hein. La La, pinocamphone, c'est une ben, autre la histoire. verbenone aussi. La verbenone, c'est encore autre chose. Oui. La verbenone, bon, c'est sûr que le neurotropisme de la verbenone est important. Il y a une simulation de l'intellect, on va dire, de la mémoire, etc., comme on le voit. Parce que la verbenone, c'est assez répandu. On parle toujours du romara verbenone, mais la verbenone, tu en vois chez des burseracées, par exemple, tu vois de la verbenone, chez certaines burseracées. Donc, il y a vraiment une information liée à la verbenone, et voir dire à la verbenone, dire de la verbenone, c'est une cétone, elle est neurotoxique, etc., c'est l'épileptisant, mais c'est vraiment, mais c'est pas possible de dire des choses Et comme ça. l'enfermer, comme Ça, la contenir, comme si elle ne faisait que ça à cause de la peur, tout simplement, et la méconnaissance et le fait de tout scinder. Et je reviens sur l'histoire de ces allergènes dans les cosmétiques, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réglementations, puis on s'inquiète du peu de l'inalol ou de certaines molécules qui pourraient être allergènes, mais on ne prend pas suffisamment en compte certains parabènes, certaines molécules perturbateurs endocriniennes, certaines huiles extraites à haute température pouvant aussi être allergènes ou très toxiques. Donc, on focus sur certaines molécules naturelles qui ont été sorties de leur environnement, utilisées séparément, puis on omet de prendre en considération la synergie avec d'autres molécules qui sont souvent beaucoup plus, et pas souvent, généralement, beaucoup plus toxiques, malheureusement, dans les produits commerciaux. Hmm. Et Christian, vous avez une œuvre, parce que tu es un écrivain vraiment exceptionnel.
J'ai Mais, plusieurs de tes livres, que ce soit celui sur les produits de la Corse, donc les plantes aromatiques de la Corse, le petit livre sur l'introduction à l'approche sensorielle. Et tantôt, Christian, tu me présentais cette œuvre incroyable, le tome 1, que j'espère qu'on va avoir accès au Québec bientôt. Pour l'instant, la personne que je connais qui distribue tes œuvres, Christian, c'est Gilbert Deshaies de Québec Aroma, qui rassemble plusieurs œuvres aromatiques québécoises, européennes, américaines également. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces écritures, de ces œuvres, de ces livres, ceux qui t'inspirent, mais qu'est-ce qui t'amène à poser sur papier toutes ces magnifiques informations, puis à nous les partager? Eh bien, là, dans le dernier livre que j'ai écrit, que je t'ai montré tout à l'heure, là, Magnifique. et en fait, j'ai traité des... J'applique l'approche sensorielle d'une manière systématique. Pourquoi je peux le faire d'une manière systématique? Parce que justement, je suis sorti du tout huile essentielle. Parce que les huiles essentielles, pour moi, sont des extraits particuliers. Et le problème, quand on n'utilise que les huiles essentielles, c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui sont mises de côté parce qu'il n'y a pas de fraction volatile, ou alors s'il y a une fraction volatile, ce qui est la plupart du temps le cas, il y a la plupart du temps, dans toute plante, il y a une petite fraction volatile, mais la plupart du temps, elle est en si petite quantité que finalement, on ne peut pas l'extraire à l'alambic. Ou alors, il faut des procédés particuliers. Par exemple, on croit qu'on ne peut pas l'extraire, mais en améliorant les procédés, on peut l'extraire. C'est le cas du jasmin. Jasminum grandiflorum, moi, j'ai toujours appris que l'huile essentielle de Jasminum grandiflorum, il n'y en a pas, et qu'on peut simplement utiliser des absolus, etc. Bon, des extraits de parfumerie qu'on n'aime pas utiliser, parce qu'ils impliquent des solvants chimiques, etc., etc. Et puis récemment, depuis 2 ans à peu près, en Égypte, d'ailleurs, il y a eu un procédé qui a été élaboré qui permet d'extraire l'huile essentielle de jasmin. Bon, mais ça, c'est un cas exceptionnel. La plupart du temps, pour beaucoup, beaucoup de plantes, pour l'immense majorité de plantes, il n'y a pas de fraction volatile, donc je peux pas étudier les algues, par exemple. Les algues, je peux pas. Et si j'introduis le procédé de teinture mère, les macérations dans l'alcool. Donc là, c'est un peu compliqué. On peut en dire quelques mots tout à l'heure si vous voulez, mais là, ça m'ouvre la porte vers beaucoup, beaucoup de plantes que je peux étudier. Et moi, j'ai choisi là, donc, comme je travaille depuis plus de 35 ans sur cette méthode, à un moment donné, j'ai voulu faire un travail vraiment systématique, c'est-à-dire de regarder comment évoluent, comment s'expriment les odeurs des plantes, on va dire, pour faire simple, depuis les plantes très anciennes, type algues, jusque aux plantes récentes, comme par exemple celles qu'on appelait couramment, enfin les ombellifères, on parle d'apiacées aujourd'hui, ou bien les astéracées. Et donc là, j'ai fait ce travail de manière systématique, et dans le volume 1, je traite selon l'ordre qu'on appelle l'ordre phylogénétique, c'est-à-dire l'ordre évolutif, c'est-à-dire l'ordre d'apparition. Et dans le volume 1, j'ai parlé des algues, dont les algues, les fougères, les lycopodes, etc. Et puis au début des plantes à fleurs. Et donc là, le début des plantes à fleurs, ça a été je suis allé jusqu'au lauracée, à l'ordre des laurales. Donc j'ai décrit dans les lauracées, j'ai décrit les canneliers, j'ai décrit par exemple, les lycées, le bois de rose, etc., etc. Et comme évidemment, par les teintures mères, je peux avoir accès à beaucoup, beaucoup de plantes, finalement, j'ai pu en décrire beaucoup. Mais dans ce volume 1, la majeure partie, c'est un exposé sur les conifères, sur les odeurs des conifères. Donc, je peux dire sans exagérer que ce volume 1, c'est presque un exposé sur les conifères. C'est-à-dire, je regarde tous les conifères auxquels j'ai eu accès. Donc, évidemment, les conifères d'Amérique du Nord ont une place de choix. Et là, si tu regardes ce livre, Michael, tu vas te rendre compte que tu es cité dedans.
Tu es cité dedans, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup développé tout ce qui concerne le Tsuga canadensis, le Picea Oui. mariana, puis tu sais, il y a aussi les autres Picea naturellement que tu m'avais montré ou que j'ai pu avoir par d'autres biais. Et puis j'ai décrit même, tu sais, le pin parasol du Japon, la Cyadopitis verticillata, qui est une famille botanique à part, qui n'est pas une pinacée, qui n'est pas une cupressacée. Puis j'ai décrit des cupressacées, par exemple, d'Arizona, des genévriers que personne ne connaît pas, tu vois. Donc j'ai fait cet exposé. J'ai fait cet exposé et là, j'essaye de regarder finalement comment dans le monde végétal les odeurs évoluent au cours du temps et qu'est-ce que c'est le mouvement général de l'évolution, tu vois, entre une algue et puis, si tu veux, dans le volume 1, une lauracée, mais aussi là, je travaille maintenant, je suis en train d'écrire le volume 2, mais il va me falloir au moins 3 ans encore. Et je regarde, par exemple, beaucoup d'astéracées, mais des astéracées que personne ne connaît, bien sûr. Je regarde toutes les astéracées que nous connaissons, tu vois, les achillées, les inules, tu vois, les armoises. Je regarde ça, mais ensuite j'ai des astéracées vraiment rares et puis je fabrique des teintures, ce qui me permet d'étudier des astéracées sans huiles essentielles. Toujours selon Hmm. ce point de vue. Euh, alors, je peux m'amuser à utiliser votre terme, mais ce point de vue énergétique. Tu vois, mais moi, en France, je ne parle pas de point de vue énergétique parce qu'en France, on est tout de suite pris pour un allumé quand on fait ça. Mais comme tu disais, Michael, il vaut mieux être allumé qu'éteint. Tu m'avais dit ça une fois, hein. Tu te souviens? Avec raison. Il vaut mieux être allumé qu'éteint. Mais moi, je parle d'un point de vue sensoriel parce que ça fait plus sérieux, quoi. Déjà, point de vue sensoriel, ils disent, vous voyez, mais bon, dans mes stages, moi, j'ai que des gens ouverts. Mais il y a quand même des gens du milieu académique, hein, type Hmm. professeur à la Sorbonne, tu vois, qui viennent dans Ben, mon tant stage. mieux. Ils se rendent compte que les approches analytiques pour le vivant, ça marche pas, tu vois. Ouais. C'est une plaisanterie, quoi. Puis, est-ce que moi j'avais déjà entendu parler, est-ce que ce serait pas la famille des orchidées qui serait la famille la plus évoluée au niveau des végétaux? Est-ce qu'on pourrait faire une approche sensorielle aussi avec les Oui, orchidées? des orchidées. Alors moi, j'ai fait des extraits d'orchidées parce que j'ai voyagé en Crète au printemps l'année dernière. Donc j'ai fait plein de petits extraits. Mais tu vois, c'est des... Moi, si je mets... si j'ai un flacon de 5 millilitres, ça me suffit largement. Hmm. Mais j'ai eu un cas extraordinaire. Tu sais, quand tu regardes l'arbre évolutif, la plante à fleurs la plus ancienne, celle qui est apparue et dont les descendants existent toujours aujourd'hui, tu sais, c'est Amborella trichopoda, qui est une endémique de Nouvelle-Calédonie. Quand tu regardes l'arbre phylogénétique des angiospermes, tu vas voir que la première branche qui part donne Amborella trichopoda. C'est la plus ancienne des plantes à fleurs. Et du Hmm. point de vue de la structure de la fleur, tu peux voir effectivement que c'est la plus ancienne des plantes à fleurs. Et donc, j'ai un contact en Nouvelle-Calédonie et j'ai demandé à une personne de me mettre une fleur d'Amborella trichopoda dans de l'alcool. J'ai pu avoir peut-être une quarantaine de gouttes de teinture mère. Et à partir de là, j'ai écrit des dizaines de pages dans mon livre sur l'odeur d'Amborella trichopoda, tu vois. Parce que tu vois la naissance des plantes à fleurs. Hmm. Entre C'est là c'est et puis, vraiment fascinant. entre là et puis une odeur d'aquilée, tu comprends tout le chemin que la nature a fait. Mais tu vois, donc la puissance des teintures mères. Alors qu'il y ait une puissance, comme tu me disais en aparté tout à l'heure, au niveau thérapeutique, évidemment que on aime bien mettre des gouttes, tu vois, d'échinacée pourpre ou d'inul au nez dans un verre pour se soigner, c'est absolument génial. Mais les teintures mères, c'est aussi un type d'extrait extraordinairement intéressant pour les approches intuitives.
Eh bien, je vais essayer d'explorer j'ai tellement de teinture mère, d'explorer cette approche avec conscience. Christian, j'espère que ton livre va être accessible au Québec prochainement. Le tome 1, plusieurs des autres le sont déjà. Moi, j'ai très, très hâte de le découvrir, de le feuilleter, de m'en imprégner par tous mes sens. Je trouve que c'est une œuvre extraordinaire. Et comme tu le mentionnes, Christian, peut-être que c'est dans 20 ans, 30 ans que les gens vont se dire, mon Dieu, c'est incroyable. On doit revenir à cette approche intuitive plutôt que trop analytique, de trop fractionner et là de craindre de mal utiliser ces produits de la nature. Merci pour merci de ton temps. Merci Christian, merci Michael de votre présence. Ça a été une rencontre absolument magnifique. Merci. C'est toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère qu'on va se revoir. Je me disais, ça prendrait un autre symposium d'aromathérapie au Québec, de se rassembler à nouveau, de partager avec cette approche. Ça serait, là, je cogite ça, je me dis, ça serait tellement intéressant de se revoir en personne, de partager. Bonjour, Odile! Bienvenue. Grande collaboratrice aussi de Christian dans le Gâtillier. Alors, merci à vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci de votre présence, puis je vous dis à tout bientôt. Merci Merci Véronique, beaucoup. d'organiser tout ça. Plein d'amour. Merci à Merci, tous. Michael. À tout Merci, bientôt. Stéphanie. Allô, oh, tellement fun. Merci Odile. Merci. Plein d'amour à toute la famille et puis à toute la France, de nouveau et la Nouvelle-France. Merci.